La semaine est en train de s'achever sur de bonnes notes d'une certaine façon. Le Bitcoin est en train de prendre la valeur avec les mouvements qui se passent généralement dans le marché pendant la période de fête chinoise, de nouvel an chinois. Le nouvel an chinois a généralement un impact positif sur le marché, tout simplement parce que majoritairement des personnes sont à la maison et comme ils sont à la maison, ils vont donc chercher d'autres sources d'informations, ils vont donc chercher à s'intéresser à d'autres choses, à d'autres types d'investissements. Et c'est un moment très intéressant généralement qui profite aux crypto-monnaies. Mais bon, bref, c'est pas ça le but de ces vidéos. Vous savez qu'en tant qu'un investisseur, il est important de comprendre toujours ce qui s'est passé dans un marché, d'analyser une semaine, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Ça va te permettre de rester informé et ça va te permettre aussi de comprendre les mouvements du marché et quelles sont peut-être même les crypto-monnaies qui sont en train de prendre un certain momentum. Ça, c'est la vidéo que tu ne dois pas rater parce que ça va te permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le marché, qu'est-ce qui est en train d'arriver et qu'est-ce qui peut-être tu dois mettre dans ton radar parce que c'est en train d'occuper une place assez considérable dans le marché crypto-monnaie. Donc, like déjà la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Les liens de formation, accompagnement, c'est en description de la vidéo. On est en train d'ouvrir un cabinet de consulting. Et donc, si vous voulez si vous voulez prendre les consultations privées ou bien les consultations d'entreprise, le lien sera également en description de cette vidéo. Donc, ce qu'il faut comprendre majoritairement, on va aller dans cet article qui est assez intéressant, on va aller point par point parce que chaque élément de cet article est assez intéressant. Et donc, je ne vais pas simplement survoler, je vais aller lire les informations pour permettre de comprendre. Ok? Donc, de façon globale, de façon générale, la domination du Bitcoin a continué d'augmenter. Et ça, c'est une information qui est assez capitale parce que quand la domination du marché du Bitcoin est encore considérable, ça veut tout simplement dire que l'argent n'est pas encore en train de partir dans les altcoins. Vous savez que le Bitcoin, c'est la porte d'entrée de l'écosystème crypto-monnaie, qu'on le dise, en fait, qu'on le veuille ou pas. Les institutions aujourd'hui, les BlackRock avec les ETF et tout ça, ils ont l'autorisation de faire donc entrer l'argent au travers du Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est encore la porte d'entrée. Et donc la domination du Bitcoin, si c'est encore au top, ça veut dire que l'argent est encore en train d'entrer. Et donc peut-être c'est le temps de se positionner sur les altcoins parce qu'il y aura justement ce flux-là, il y aura justement ce cycle d'argent qui va quitter des Bitcoins, aller vers les big cap, vers les mid cap, ainsi de suite. Ainsi de suite, vous comprenez, vous connaissez déjà toute la chanson. Donc le marché est encore là. Les altcoins ont chuté par rapport à leurs récents sommets locaux. Donc, quand il y a un sommet local, c'est pendant une certaine période, on voit que ça avait atteint un certain top pendant une certaine période, mais ça a baissé tout simplement parce que l'argent, forcément, ça va aller d'abord dans le Bitcoin et après redescendre. Les gens veulent prendre les profits qui sont en train de venir sur le Bitcoin et avant de revenir sur les altcoins, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous comprenez ce cycle du marché, vous comprenez comment vous pouvez donc migrer votre argent par-ci, par-là et vous faire des bénéfices à tout moment donné dans le marché, à tout moment donné, que ce soit en bear market, en bull run, ça s'applique toujours. Okay? La dominance du GBTC. Le GBTC, c'est le Bitcoin détenu par Grayscale. Donc Grayscale, qui est une entreprise du côté des États-Unis qui propose les ETF depuis, ils proposaient le spot, ils proposaient le futur, ils ont demandé le spot, on leur a donné. Et donc, la domination du ETF dans les volumes de transactions quotidiennes parmi les ETF a diminué et représente désormais environ 30% du marché. Donc, ça a diminué par rapport parce qu'il y a justement d'autres ETF qui sont en train d'arriver et qui sont en train de prendre le volume. L'activité sur les ponts de Solana a bondi de 335%. Qu'est-ce que ça veut dire sur les ponts? Sur les ponts de Solana, ça veut dire les bridges. Quand on dit les bridges de Solana, ça veut dire que les gens sont en train d'envoyer l'argent sur la blockchain de Solana. Et comme les gens sont en train d'envoyer l'argent sur la blockchain de Solana, ça veut donc dire que c'est un écosystème qui pourrait justement être intéressant parce qu'il va avoir les capitaux qui vont alimenter cet écosystème. Et si les capitaux arrivent dans un écosystème, vous pouvez donc espérer que ces capitaux-là vont se diversifier dans plusieurs crypto-monnaies dans cet écosystème. On va couvrir au courant de la semaine certains projets de l'écosystème Solana, certains airdrops. Bref, il y aura quand même beaucoup de crypto-monnaies dont on va en parler au courant de cette semaine. Donc, ne rate pas les vidéos, abonne-toi, like, partage la vidéo pour être justement informé. Dans la grande partie
grâce au airdrop de Jupiter et stimulant l'intérêt entre les chaînes et les flux. Donc vous voyez que les gens voulaient participer à l'airdrop de Jupiter. Jupiter qui s'est lancé et a donc donné ses crypto-monnaies. Les gens, pour participer à ce airdrop-là, avaient besoin d'envoyer la crypto-monnaie sur Solana. Vous voyez comment justement une activité sur une blockchain peut faire en sorte que ça se répercute sur bien d'autres. Et c'est pour ça que vous avez observé, il y a certaines crypto-monnaies quand même dans l'écosystème Solana qui est également performé. Donc le staking sur Ethereum a atteint son point le plus élevé depuis l'été dernier. Et avec environ près de 300 millions d'Ethereum qui ont été stakés, reflétant la confiance et la croissance de l'avenir de l'Ethereum. Donc, vous voyez que les gens sont confiants à l'Ethereum. Si tu n'es pas confiant à une crypto-monnaie, tu ne vas pas aller garder ces crypto-monnaies. Tu ne vas pas aller staker ces crypto-monnaies pour avoir les intérêts. On ne stake pas des choses qu'on ne fait pas confiance. On ne stake pas les choses simplement pour avoir les profits. Déjà que le staking sur Ethereum, ça ne donne pas trop de profits. Donc si quelqu'un va staker ses Ethereum, il a dit que la personne veut donc garder et conserver ça sur le long terme. Et ça peut donc être un indicateur pour vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez analyser une certaine blockchain. Quelle est la quantité de crypto-monnaies qui sont bloquées sur les blockchains qui sont en proof of stake. Sur d'autres blockchains, on a plus de 60% de la supply qui sont stakées. Ça veut dire que la majorité des personnes ont ces crypto-monnaies, mais ils veulent conserver sur le long terme. Ils ne veulent pas faire des transactions avec, ils veulent simplement garder. Ça, c'est un indicateur qui est tellement fort. Et sur la blockchain Ethereum, il y a plusieurs types de staking. Il y a le liquid staking qui va donc un peu diluer la liquidité et faire en sorte qu'on soit un peu en train de se dire, mais est-ce que la réalité de d'autres crypto-monnaies, la liquidité de d'autres crypto-monnaies, c'est réellement la liquidité? Je vais faire une autre vidéo pour justement parler de liquid staking avec mon inquiétude que j'ai, l'inquiétude que j'ai par rapport au liquid staking, parce que c'est en réalité une sorte de dupliquer quelque chose. Et si on duplique quelque chose, ça veut dire que le premier a la valeur, le deuxième a aussi la valeur. La différence c'est que le premier est bloqué. Mais sauf que ce premier-là est évalué quelque part. Et ce deuxième, s'il n'y a plus de confiance avec le premier, ben en réalité, c'est comme un sosie. Si à un moment donné, il y a un problème arrive avec le sosie, on peut justement perdre totalement la confiance. Bon, bref, je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo. Donc, le airdrop également, divers airdrops ont attiré l'attention, notamment le réveil du lancement du réseau principal de DYM, donc, qui est donc Dimension. Dimension qui est un token, une blockchain dont j'ai déjà expliqué dans mes différents canaux WhatsApp avec ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent, quelle est la différence entre DMY avec Ethereum. Ils veulent mettre les blockchains modulaires où on peut faire beaucoup de choses en combinant plusieurs blockchains, deux blockchains, pour pouvoir proposer quelque chose en se basant sur la technologie de Atom, les SDK, de Cosmos plutôt. Oui, Atom, Cosmos, l'écosystème derrière que vous connaissez. Et il y a maintenant ce EigenLayer qui prend quand même de la place dans les transactions, dans les discussions. On parle beaucoup de EigenLayer qui est en réalité un layer 2 sur la blockchain Ethereum et qui en réalité a pour but de faire en sorte que vous puissiez bloquer vos Ethereum sur en fait, vous prenez les liquid staking, vous venez bloquer ça sur le réseau de EigenLayer et vous avez la possibilité justement de participer encore à d'autres activités sur le réseau. Donc, c'est une façon de dire, ok, venez plutôt mettre vos Ethereum chez nous, vos liquid staking que vous avez, vos liquid Ethereum que vous avez, venez les bloquer encore sur notre réseau et vous avez la possibilité de participer à d'autres choses, ainsi de suite. Ça fait que quelqu'un prend son Ethereum, au lieu de staker sur le réseau Ethereum, il le stake sur Lido Finance, il récupère le S Ethereum et il prend ce S Ethereum, il va maintenant sur EigenLayer et il va encore le staker là-bas, ainsi de suite. Ça fait comme ça une multitude de possibilités pour le même token. Le 1 Ethereum, ça te donne S Ethereum, ça peut donner encore quelque chose sur l'autre côté, tu as les intérêts ici, tu as les intérêts là-bas. Est-ce que c'est forcément viable sur le long terme? On va revenir dans cette question sur le liquid staking. Est-ce que la blockchain n'est pas en train de partir dans des problèmes qui ont posé comme ça la crise financière de 2008 avec cette exagération des intérêts, des dérivés, ainsi de suite, ainsi de suite.
On va revenir là-dessus parce que c'est une grosse inquiétude pour moi particulièrement. Mais bon, bref, on continue. La mise à jour de l'industrie de façon générale dans le domaine de la finance, il y a eu les réglementations. Le président de la Fed, Powell, a fait illusion à un report de la réduction des taux d'intérêt. Vous comprenez que si on réduit les taux d'intérêt, ça veut dire que l'argent devient un peu moins cher. Et comme l'argent devient un peu moins cher, alors forcément il peut avoir justement encore un afflux de capitaux vers les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que quand l'argent est cher, avec les intérêts qui augmentent, les gens vont plutôt retirer l'argent dans les assets qui sont trop risqués et aller maintenant dans les endroits qui sont beaucoup plus safe parce que les intérêts ont beaucoup plus augmenté. Et donc, quand les intérêts augmentent, on va encourager l'épargne parce que les intérêts ont augmenté et donc les banques veulent avoir l'argent gratuit. Et si les banques veulent avoir l'argent gratuit, il est donc de leur intérêt de faire en sorte que les gens viennent déposer l'argent chez eux pour pouvoir épargner parce qu'ils auront comme ça là la possibilité d'avoir l'argent gratuit. Mais bon, bref, ça c'est ce que vous devez comprendre. Pendant ce temps, le secrétaire américain du Trésor Yellen a donc plaidé en faveur de la législation sur la crypto-monnaie afin de combler les lacunes existentielles dans la matière d'application, tandis que Trump a exprimé son inquiétude concernant les monnaies numériques de banque centrale et le pouvoir de l'intelligence artificielle. Vous savez que Trump a causé avec Vanek, les gens de Vanek, et les gens de Vanek ont expliqué un certain nombre de choses concernant les CDBC à Trump. Et dès qu'ils ont fini de discuter, Trump est sorti après et dit qu'il voit un danger, une menace claire au CDBC et que les États et que leur État, notamment l'Amérique, ne devraient pas aller vers les CDBC. Et nous avons déjà couvert les problèmes que soulèvent les CDBC avec tout ce qu'on a critiqué du côté de la Chine. Et donc les CDBC sont en train forcément d'aller dans le même sens. Et du coup, Vanek comprend très bien les crypto-monnaies. Ils ont eu un ETF concernant les crypto-monnaies. Donc, quand ils discutent avec Trump, c'est peut-être pour faire voir à ces personnes-là un certain nombre de choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils veulent donc réguler peut-être de façon due et qu'ils sont en train d'aller dans une direction en se disant peut-être c'est la bonne parce que le politique a sa façon de penser, mais il faudrait que parfois on prenne les avis, des divergences d'opinion comme ça pour arriver à quelque chose qui puisse être intéressant pour la majorité et non pas servir simplement les intérêts de quelques poignées de personnes. C'est ça le but de la régulation. Le but de la régulation, c'est de mettre un cadre, de mettre quelque chose sur pied qui va arranger le maximum de personnes possible et non pas le mettre simplement pour tuer la majorité des secteurs comme ça. Non, parce que ça peut tuer l'innovation, comme ça peut encourager l'innovation. La régulation a donc double revers. Donc, dans d'autres développements, la SEC a introduit une règle exigeant potentiel enregistrement des positions des liquidités des DEX. Donc, quand les personnes vont, quand un DEX enregistre une certaine liquidité de 50 000 $, ils sont obligés de se faire enregistrer auprès des marchés financiers. Ça, c'est la loi qui est en train de vouloir être passée du côté des États-Unis. Et vous comprenez très bien que c'est une loi qui est un peu absurde parce que la liquidité qu'il y a sur les DEX, ce n'est pas les DEX qui les... Les DEX n'ont pas de... En fait, aujourd'hui, ne mettent pas les Know Your Customer pour savoir qui dépose quoi. Donc, si on demande à un DEX, parce que tu as 50 millions chez toi, de venir déclarer les personnes qui ont mis sur pied ces fonds, ça veut dire clairement que les gens, avant de déposer les liquidités chez toi, doivent avoir le Know Your Customer. Auquel cas, tu n'es pas à mesure de répondre aux exigences qu'on est en train de te poser de l'autre côté. Du coup, est-ce que forcément ce sont des bonnes lois, les bonnes choses qui sont en train de se passer de ce côté-là? Voilà une des choses qui est arrivée au courant de cette semaine. Donc, sur le front du marché, les actions du New York Bank ont chuté de 25%, suscitant donc une inquiétude auprès du marché. Quand une banque, vous souvenez très bien ce qui s'est passé avec la Silvergate et la Silicon Valley Bank, ainsi de suite. Quand les actions ont commencé à chuter, les gens sont allés en banque, ont commencé à retirer, et le banc rond s'y a suivi, et d'autres entreprises derrière, en fait, il y a bien d'autres entreprises derrière qui étaient dans les cryptos, qui avaient leurs fonds gardés là-bas, et qui ne pouvaient plus retirer. Bref, vous connaissez très bien le schéma d'une certaine façon. Solana, donc, a forgé un partenariat avec le gouvernement de Abu Dhabi, dont le but c'est de les accompagner dans le sens de dire ok, vous voulez mettre sur pied une adoption Web3,
Il est donc question de le faire avec les experts, donc ils sont allés vers ce gouvernement-là, signer le partenariat dans le but d'accepter une adoption et de les accompagner avec les Émirats arabes, alors que TF reconnaît des requêtes potentielles de l'Afrique du Sud. Et donc du côté de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud plutôt, ils sont également en train de se tourner vers les experts pour les demander main forte dans l'accompagnement de l'adoption des crypto-monnaies. Le cadre de régulation du côté de la Thaïlande a exonéré les taxes concernant les gains crypto-monnaies. Donc quand vous allez avoir les bénéfices dans les crypto-monnaies du côté de la Thaïlande, vous n'allez pas payer les taxes. Ils ont fait un rétropédalage parce qu'ils avaient d'abord introduit cette taxe-là, je pense, autour de 2021. Ils ont introduit la taxe et ils ont donc maintenant encore retiré cela. Hong Kong, plutôt, a ouvert une enquête concernant WorldCoin. WorldCoin, vous connaissez très bien, c'est une crypto-monnaie qui est un peu controversée avec sa façon de vouloir faire les choses, de vouloir créer une identité numérique digitale. Et la façon de faire est beaucoup controversée aujourd'hui. Donc, on a ouvert une enquête de ce côté-là avec Michael Saylor, qui a donc augmenté comme ça son fonds JBTC. Ils ont augmenté comme ça le Bitcoin d'environ 850 Bitcoin, équivalent d'environ quelque chose comme 30 millions de dollars. Donc, les activités sur les ETF de Anchor Vest et de 21 Shares ont modifié la demande conjointe. Ils ont modifié une demande, ils ont fait une demande conjointe pour maintenant avoir le ETF Ethereum. Ils ont déjà le ETF Bitcoin, ils voudraient maintenant avoir le ETF Ethereum. Et ça va s'élargir à d'autres assets. Ils vont demander d'autres assets et vous allez voir quand il y aura cet élargissement de cette assiette des ETF là, forcément ces crypto-monnaies là, ça va prendre en valeur. Il faudrait suivre cette actualité très méticuleusement parce que ça aura forcément un impact sur certaines crypto-monnaies. Quand on voit ça, si on dit la même chose d'une crypto-monnaie comme je sais pas trop quoi, comme Cardano, ou bien si on dit la même chose du Solana, ETF Solana, vous allez voir que forcément ces crypto-monnaies vont prendre en valeur. Donc Binance est encore confronté à une fuite de données. Les données de Binance se seraient retrouvées dans l'espace public sur GitHub. Vous connaissez GitHub, qui est un endroit où les développeurs mettent du code, ainsi de suite, c'est public. Et donc certaines données de sécurité, des informations de personnes se sont retrouvées donc là-dessus. Et on voit maintenant arriver au niveau de certaines mises à jour au sein de l'écosystème Ethereum. Des développements importants ont émergé, notamment l'expérience autour de l'Ethereum 404. Je vois beaucoup de personnes me demander déjà c'est quoi Ethereum 404, c'est quoi Ethereum 404. Je vais revenir là-dessus et je vais vous expliquer justement minutieusement ce que c'est que Ethereum 404. C'est encore en détail, c'est lié beaucoup plus aux NFT. Ça voudrait créer des NFT qui sont un peu d'une certaine façon uniques, encore bien que le NFT est déjà unique, mais on veut attacher un certain nombre. Bref, je vais revenir dans une vidéo pour vous expliquer minutieusement ce que réellement ce que c'est. On a déjà vu certains bots qui se sont positionnés là-dessus. Banana Gunbot ont déjà intégré la prise en charge de ce type de NFT là, parce que ce sont des bots qui sont dédiés aux NFT. Et parce que justement Ethereum 404 ça fait dans le sens de NFT. Donc ça mélange les NFT et les cryptos, donc ça fait un mix de plusieurs choses et ça peut être aussi intéressant pour d'autres types d'usages dont on a besoin dans l'écosystème crypto. Pendant ce temps, il y a une mise à jour d'un qui a été programmée en ligne sur Rollup introduisant le protocole pour améliorer justement le sharding et réduire les frais de transaction pour les Layer 2. Donc, on pourra arriver à un niveau très bientôt. Ça a été introduit, je pense, autour de mars. On va déployer ça. Et quand on va déployer, les frais de transaction sur les Layer 2 seront encore très moins coûteux. Dans le but d'améliorer donc l'évolutivité et d'explorer donc de nouvelles voies pour la croissance, Ethereum Name Service, qui est un peu l'équivalent du DNS. Le DNS, c'est le Domain Name Service. Et le Domain Name Service, c'est une certaine structure qui a pour but de recenser les adresses et les noms correspondants, les adresses IP et les noms correspondants au site web. Vous imaginez très bien que elvisconjo.com, c'est un site web, mais c'est attaché à un nom de domaine. Et ce nom de domaine-là est attaché à une adresse IP. Et cette adresse IP-là, à chaque fois que vous tapez elvisconjo.com, par exemple, il y a une correspondance qui s'est faite pour voir quelle adresse IP
ça correspond à quelle adresse IP, en fait quel serveur, et donc on va aller vers ce serveur là pour avoir les informations, envoyer des requêtes à ce serveur. Donc l'équivalent sur la blockchain, sur le réseau Ethereum, c'est le Ethereum Name Service. Vous pouvez, à défaut d'avoir votre adresse Ethereum longue comme vous la connaissez, avoir simplement une petite information. Ça peut être conjo.it, et ce conjo.it en réalité est l'équivalent de mon adresse Ethereum. Et donc pour améliorer ce service, l'ENS a décidé de créer une propre blockchain, donc une couche 2 sur le réseau Ethereum. On a DYDX aussi qui a dévoilé son ambitieuse feuille de route pour 2024, centrée sur 3 domaines principaux. Les marchés sans autorisation, les améliorations des transactions de la base et l'intégration de la mise à jour de son interface design qu'on appelle généralement UX. Il y a un plan également pour les liquidités instantanées, les oracles évolutifs. Vous voyez qu'on en fait partie vers les oracles. Et si on va vers les oracles, vous comprenez déjà les projets qui se greffent autour. Et voilà pourquoi on a connu une très forte demande, une très forte hype autour du projet PIT. Donc PIT, justement, c'est l'équivalent de... Ça va dans le sens de Chainlink. Et vous avez vu que Chainlink a également pris beaucoup de volume ces derniers temps-ci, montrant effectivement qu'il y a de l'intérêt autour des oracles. Donc, en termes d'avancée, ONI a introduit Software pour un mélange sans gaz, donc offrant des solutions pratiques pour des utilisateurs qui gèrent des frais sans gaz. Donc, depuis Helium Mobile, on a ajouté donc une feuille de route pour les actifs sur Coinbase. Fract a récemment lancé le Fractal dans le réseau Layer 2, aux côtés donc de diverses applications partenaires, marquant une expansion significative dans son écosystème. On a Polygon Lab également qui a connu une réduction de 19% de ses effectifs. C'est en train de un peu commencer à être serré, donc on réduit les effectifs de ce côté-là. Et je vais revenir sur cette partie-ci qui met en avant quelques projets qui ont également connu un peu quelques momentum au courant de cette semaine. On a déjà parlé de DMWAT, il y a Stripe, il y a l'annonce de l'AIGA de airdrop pour Wallhole qui a été une surprise. Donc il y a Solana qui a revu récemment rué vers les téléphones Solana. Il y a donc beaucoup de personnes qui ont demandé les téléphones Solana. Il y a donc quelques projets qui ont aussi vu connu un certain nombre d'attractions ces derniers temps au courant de ces semaines. Banananagom, j'ai expliqué tantôt, c'est un bot et vous avez vu qu'il y a l'Ethereum 404 qui a encore alimenté ce bot-ci. On a Unibot, si l'autre bot performe, l'autre bot également. Il y a Tao, il y a Sui, il y a DogWiFi que je ne connais pas, que je découvre aussi. Il y a Miro qui a également connu une certaine hausse considérable ces derniers temps-ci. Et cette poussée a été améliorée par le soutien des célébrités, la publication sur les réseaux sociaux, l'augmentation du volume de transactions et sentiments positifs des investisseurs. Donc ce sont les pièces de mèmes qui ont augmenté. Regardez Dog, Shiba Inu, cependant ces derniers. Donc il y a DogWiFi qui a également augmenté. Il y a Optimism que vous connaissez très bien. Il y a Arbitrum, il y a Flare, il y a Chainlink, il y a ING, il y a Jupiter, Jeep. Il y a donc PIT que vous connaissez, Ethereum Name Service, Stripe, Pandle qui est donc comme ça un couche qui va faire en fait une blockchain, pas une blockchain, c'est un protocole, un DEX qui va aller dans le sens des futurs également sur le réseau Ethereum dont j'ai parlé dans mes canaux privés, aller un peu plus en détail là-dessus. Les personnes qui me suivent dans mes canaux privés ont effectivement pris ces crypto-monnaies-là, qu'on était à 0,0 quelque chose, on était tout bas là, ça c'est le club VIP. Ils ont pris ces crypto-monnaies bien évidemment depuis. Il y a OKT aussi, dont j'ai parlé dans mes canaux privés depuis. Et les personnes ont pris ça autour de 0,5 comme ça, quelque chose comme ça. Ils sont déjà presque x5, bien x5, oui, x8 même pour certains projets à l'heure où nous sommes en train de parler parce qu'ils se sont positionnés bien trop tôt. Donc, il y a Blur, il y a Immutable, il y a Roni, Eromava. Donc, voilà quelques crypto-monnaies qui ont suscité beaucoup d'intérêt au courant de cette semaine. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage
Ça te permet de savoir ce qui s'est passé la semaine dernière et tu peux donc anticiper un peu sur ce qui pourra se passer la semaine prochaine vu que le momentum est déjà là. Ces crypto-monnaies ont sûrement performé pour des éléments X ou Y. Il y a eu des mises à jour, il y a des partenariats, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo, like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. Si tu aimes ce format récapitulatif des vidéos, dis-moi en commentaire de cette vidéo. Porte-toi bien et bon début de semaine à toi. Ciao.